C'est un tout petit territoire qui a été au cœur d'enjeux internationaux. Le Kosovo a émergé il y a une quinzaine d'années d'un conflit sanglant et brutal avec son voisin, la Serbie. Depuis, il emprunte la difficile voie des réformes, avec l'espoir d'être un jour reconnu par l'ensemble de la communauté internationale en tant qu'État souverain à part entière. Mais il lui reste de nombreux obstacles à franchir. Pour parler de tout cela, nous sommes avec le Premier ministre du Kosovo, Hashim Thaçi. Merci beaucoup pour votre participation à The Global Conversation. Quand espérez-vous voir le Kosovo reconnu en tant qu'État souverain par l'ensemble de la communauté internationale? Aujourd'hui, le Kosovo a renforcé sa position internationale. Il est reconnu en tant que pays indépendant et souverain par 105 États du monde. 23 pays de l'Union européenne, les États-Unis ainsi que beaucoup d'autres pays dans le monde. Le Kosovo est en train de faire son maximum pour devenir, dans un avenir proche, membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Le Kosovo espère aussi rejoindre bientôt la famille des Nations Unies. Le Kosovo se consolide et se renforce tous les jours pour intégrer cette famille des Nations Unies et devenir membre de la famille euro-atlantique. Notre interview a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux et nous avons reçu de nombreuses questions de la part de nos téléspectateurs, comme celle-ci posée par Serem Djerji, qui est cruciale, je pense. Quand la Serbie reconnaîtra-t-elle le Kosovo en tant qu'État indépendant? En réalité, en avril dernier, à Bruxelles, nous avons conclu l'accord de paix avec l'État serbe. C'est la première fois qu'il y a un tel accord entre le Kosovo et la Serbie en vue de la normalisation de nos relations. Donc c'est un premier pas. Mais pour ma part, je suis totalement confiant dans le fait que la Serbie reconnaîtra l'indépendance du Kosovo. Maintenant, la question est quand? Il revient aux institutions serbes de reconnaître le Kosovo. Nous ne pouvons pas définir de date. C'est un élément essentiel, non? Si la Serbie reconnaissait le Kosovo, cela pourrait-il servir d'élément déclencheur à une reconnaissance par la Russie, la Chine, l'Inde et 5 autres États membres de l'Union? Je suis confiant dans le fait que la reconnaissance du Kosovo par la Serbie incitera d'autres pays encore hésitants vis-à-vis de notre processus d'indépendance à faire de même. Mais j'espère et je suis confiant à ce sujet que la Russie changera également de position. Le Kosovo et la Russie ne sont pas ennemis. La Russie ne reconnaît pas encore l'indépendance du Kosovo à cause de la Serbie. Mais si la Russie reconnaissait le Kosovo, cela aiderait la Serbie à faire de même. Quand vous avez participé aux négociations sur la normalisation de vos relations avec la Serbie, vous aviez en face de vous le Premier ministre serbe, Ivica Dačić, qui, il y a peu, voulait votre mort. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver face à lui lors de ces discussions? L'objectif de ces réunions n'était pas d'entrer en conflit, mais de faire abstraction de ce qui s'était passé auparavant et surtout d'ouvrir un nouveau chapitre, celui de la collaboration, de la bonne entente, de la réconciliation, des valeurs de la civilisation européenne à l'égard de notre peuple. Tout cela pour construire une relation de bon voisinage. Je suis sûr que si on avait ouvert les dossiers du passé, nous n'aurions jamais abouti à cet accord. Je précise qu'au-delà de nos sentiments par rapport au passé, les arguments concernant l'avenir ont pris le dessus. Les arguments en faveur de la paix, du développement et du progrès. Passons à cette question envoyée par Albert Limani. Quel a été le moment le plus difficile dans les négociations avec le Premier ministre serbe? Le moment le plus difficile a été la signature de cet accord de paix. Je tiens à préciser que nos peuples ne sont pas habitués à ce qu'il y ait la paix entre le Kosovo et la Serbie. Même de manière générale, les populations de cette région ne sont pas habituées à ce que nous puissions faire la paix, à vivre en paix. Je dirais même qu'on nous aurait félicités, nous, les deux premiers ministres à Pristina comme à Belgrade, si nous n'avions pas conclu cet accord de paix. Mais nous avons signé cet accord, affirmant l'orientation européenne de nos pays. Et naturellement, il y a eu beaucoup de critiques à Pristina comme à Belgrade.
Mais quelle serait l'autre option? Continuer les conflits, les problèmes, les hostilités, les assassinats, la violence? Je pense que tous ces éléments négatifs, ces phénomènes négatifs ont été balayés par la raison, une logique juste et une décision juste, à savoir la signature de cet accord. Des accords internationaux ont été conclus, mais au Kosovo, vous faites face à beaucoup de critiques quand il s'agit de corruption. Et la communauté internationale vous a dit en gros de balayer devant votre porte. Vous avez déclaré mettre en place une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, mais cela ne semble pas fonctionner, non ? Au Kosovo, on a mené des combats contre la corruption, le crime organisé et tous ces aspects négatifs. On continuera de mener cette tolérance zéro et en même temps de travailler étroitement avec toutes les autorités internationales. Les résultats sont incontestables. Je suis conscient qu'il faut faire plus et nous ne ferons aucun compromis. Mais là où je veux en venir, c'est que la tolérance zéro ne semble pas être efficace. D'après le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International, 75% des Kosovars disent avoir le sentiment que leurs partis politiques sont corrompus ou extrêmement corrompus. Et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime que la corruption est le principal frein au développement des entreprises au Kosovo. Ont-ils tort de voir les choses ainsi ? Si on se fie aux chiffres et aux faits, bien sûr, nous devons faire mieux, même dans la manière dont nous communiquons sur la lutte que nous menons, pour que les populations au Kosovo et dans la région changent de perception. Mais je suis conscient qu'avec des résultats concrets, nous pouvons changer cette perception. Pour ma part, je tiens compte de chaque observation, critique ou opinion qui se présente. Mais pour autant, la réalité, c'est qu'au Kosovo, on combat la corruption, le crime organisé et tous les phénomènes négatifs. Évidemment, la corruption ralentit l'économie et le Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Plus de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Nous avons reçu cette question de Besnik Kalaba. Vous sentez-vous responsable du fait que votre pays soit l'un des plus pauvres d'Europe? De quelle manière assumez-vous cette responsabilité? Mais au Kosovo, il y a eu des changements et ces changements se voient partout en commençant par la construction des autoroutes les plus modernes de la région des Balkans et d'un aéroport moderne. Nous avons investi dans les infrastructures, l'agriculture, l'éducation. En tant que Premier ministre, je suis conscient qu'il faut faire plus. Malheureusement, le Kosovo est pour l'instant le pays le plus pauvre d'Europe, mais il l'était déjà avant. Nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction en vue d'éliminer cette pauvreté et ce retard d'un siècle que nous avons eu en raison de l'occupation serbe. C'est la première fois que nous sommes maîtres de nous-mêmes et ce depuis seulement 6 ans. On ne peut pas faire de miracle en 6 ans, mais nous sommes en train de construire les fondations d'un Kosovo stable et productif. Il n'y a pas eu de miracle en 6 ans, mais l'année 2014 s'annonce importante pour le Kosovo. Des élections sont prévues. Serez-vous de nouveau candidat au poste de Premier ministre? Le Parti démocratique du Kosovo, formation que je dirige, gagnera ces élections. Moi, je continuerai de diriger la campagne en tant que Premier ministre de la République du Kosovo. Vous allez donc mener une nouvelle campagne électorale. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le combat fait partie de votre personnalité? Vous étiez le chef politique de l'armée de libération du Kosovo. Comment conciliez-vous les deux individus que vous semblez être, celui qui a combattu par les armes et celui qui se bat sur le terrain électoral? Ce sont des combats politiques différents, des circonstances différentes, assez complexes. Cela n'a pas été facile d'être le dirigeant politique de la guerre menée par le peuple du Kosovo. J'occupais la direction politique, une fonction que j'ai aimé avoir et dont je suis fier vu le succès que nous avons eu, surtout du fait de la résistance du peuple du Kosovo, mais aussi à la conférence internationale de Rambouillet en 1999, où nous avons réussi à obtenir un accord politique avec la communauté internationale et l'Union européenne, ainsi que l'OTAN. Je pense que cela m'a donné une expérience exceptionnelle de leadership, ce qui m'a beaucoup aidé à façonner le parti. Évidemment, pour moi, la campagne électorale est une occasion agréable et exceptionnelle de communiquer avec les citoyens.
Là où je veux en venir, c'est quand vous étiez sur le champ de bataille, et corrigez-moi si j'ai tort, on vous surnommait le serpent parce que vous étiez très doué pour éviter de vous faire capturer. Donc vous aviez cette habileté sur le terrain militaire. Ces compétences vous ont-elles aidé au gouvernement? Chaque leader a des compétences pour manœuvrer dans le sens positif du terme sur les aspects de la tactique et de la stratégie. Dans les différents combats que j'ai menés à des époques différentes, j'ai eu ma tactique, mes stratégies pour diriger le parti. Mon objectif, c'est de respecter une totale transparence, et c'est ça le plus important. Naturellement, il y a une différence entre persuader un citoyen de se battre contre la Serbie et convaincre aujourd'hui un citoyen de vous faire confiance pour diriger le pays. Mais nous assumons les responsabilités qui nous ont été confiées par le peuple. Est-ce que ces années où vous étiez dans l'armée de libération du Kosovo vous hantent maintenant que cette époque est terminée? Vous avez dû tuer des gens, probablement ordonner des assassinats. La guerre du Kosovo était une guerre juste, une guerre propre, une guerre pour la liberté, pour l'existence. Nous avons gagné cette guerre avec l'aide des forces internationales. La Serbie a quitté le Kosovo, sa police, son armée et son administration. Nous n'avons pas fait la guerre contre les Serbes du Kosovo. Nous nous sommes battus pour nous débarrasser de la Serbie. C'est ce que nous avons obtenu. Je n'ai pas d'état d'âme et j'en suis fier. Mais d'un point de vue personnel, est-ce que cette période vous hante? Avez-vous dû tuer des gens? Moi, j'étais loin du front. Le Kosovo a remporté une victoire qui est davantage politique que militaire. C'est une victoire commune du Kosovo et de la communauté internationale. C'est une victoire de la justice contre l'injustice, du bien contre le mal. Et donc cette victoire, nous l'avons obtenue en partenariat étroit avec nos partenaires internationaux. Et je n'ai pas d'état d'âme concernant cette collaboration politique que j'ai construite à ces différentes époques, que ce soit pendant la guerre dont vous parlez ou lors de la collaboration étroite avec les États-Unis et l'Union européenne. Donc c'est une histoire de succès, une histoire commune. Et notre combat avait pour but de remporter la victoire pour le Kosovo et non pas d'assassiner. 2014 est aussi l'année où une enquête criminelle doit être menée par l'Union européenne. Elle porte sur des accusations à votre encontre pour votre implication présumée dans des meurtres et du trafic de drogue. Des membres de l'armée de libération du Kosovo auraient été impliqués dans un trafic d'organes. Êtes-vous inquiet à ce propos parce que vous allez savoir, vous et votre entourage, si vous allez être inculpé ou disculpé? Nous apportons un soutien suffisamment fort aux enquêteurs au sein des institutions de la République du Kosovo. Nous avons une totale confiance dans la justice. Nous n'avons rien à cacher. Je précise, comme vous me l'avez demandé plus tôt, que je n'ai jamais ordonné ni fait aucun geste qui va à l'encontre du droit international. Oui, nous n'avons pas respecté les lois de la Serbie et nous avons bien fait de ne pas respecter les lois de Slobodan Milosevic. Car elles n'étaient pas les lois de la justice, mais celles de la répression, du génocide, de la ségrégation. C'est pour ça que nous avons apporté un appui total à la justice, que nous avons confiance en elle, et nous continuerons à collaborer étroitement avec la justice. Pouvez-vous affirmer de manière catégorique qu'aucun membre de l'armée de libération du Kosovo n'a été impliqué dans ce trafic d'organes? Je l'affirme avec une grande conviction, car la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, c'était dans le rapport du Conseil de l'Europe rédigé par Dick Marty. Donc, jamais de la vie, je ne peux croire que quelqu'un ait fait ça. Jamais de la vie, je ne peux croire qu'un soldat de la liberté puisse faire une telle chose. Mais nous devons donner du temps, de la place et tous les moyens nécessaires à la justice pour éclaircir ces doutes qui sont apparus. Je ne peux pas croire à une telle histoire de science-fiction.
Personne n'y croit. Personne n'a pu faire cela, et je suis convaincu que cela n'a pas eu lieu. J'en suis convaincu. Nous avons reçu cette question de Stephen Christie. Avec le recul, qu'auriez-vous fait différemment? J'aurais voulu, si j'avais pu le faire à l'époque, changer l'opinion de la communauté internationale pour que celle-ci puisse intervenir avant 1999, pour éviter la déportation d'1 million de citoyens du Kosovo et donc éviter cette période de migration de la population, surtout à partir de l'été 98. L'intervention internationale aurait dû se produire plus tôt. Bien évidemment, il y avait d'autres engagements, mais pour ma part, j'aurais voulu pouvoir mieux communiquer avec l'opinion publique internationale et avec les Nations Unies, pour les persuader qu'au Kosovo, la Serbie était en train de commettre un génocide. Mais ils n'ont été convaincus qu'en 1999. Vous avez été proposé, et c'est d'ailleurs un changement de point de vue frappant par rapport aux accusations à votre encontre dans le cadre de cette enquête criminelle en cours, comme candidat au prix Nobel de la paix, aux côtés du Premier ministre serbe Ivica Dačić et Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Qu'est-ce que ça vous fait? Pensez-vous mériter cette nomination? J'ai signé avec la communauté internationale tous les accords qui ont apporté la paix et la liberté à mon pays. Je pense qu'avec l'accord de paix conclu par le Kosovo, les conditions ont été créées pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la compréhension des générations futures de notre peuple. Cela a été reconnu par le Congrès américain, par l'Union européenne, par des parlements dans le monde entier. Si nous remportons ce prix, il sera dédié au peuple du Kosovo, car il mérite la liberté, l'indépendance et la paix. Pour finir sur une note plus légère, j'aimerais vous faire part de cette question d'un internaute du nom de Dardan. Il vous demande le métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. J'ai étudié l'histoire. Mais en étudiant l'histoire, j'ai bien compris que je ne devais pas rester plongé dans les livres d'histoire, car en faisant cela, je n'aurais pas pu changer les choses dans mon pays. Donc j'ai décidé de sortir des bibliothèques, de me détacher du passé et de m'occuper des problèmes actuels pour prendre la tête du combat de mon peuple pour la liberté et l'indépendance. J'ai eu 3 buts politiques dans ma vie. L'obtention de la liberté et de l'indépendance pour mon pays. Ces 2 buts sont atteints. Le 3e, c'est que le Kosovo intègre l'OTAN, l'Union européenne et l'ONU. Ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que nous obtiendrons à court terme. Je suis convaincu qu'on atteindra ce 3e objectif pour les citoyens du Kosovo. Prime Minister, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much from you too. Thank you.